Eh ben, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Euh, donc aujourd'hui, on va parler sur les nouveaux traitements de la mucoviscidose en pharmacie d'officine. Donc, dans un webinaire qui est co-organisé par le Midi Auvergne-Rhône-Alpes et l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes également. Et je tiens à remercier l'URPS pharmacien de nous avoir sollicité pour l'organisation de ce webinaire. Un webinaire qui s'organise en partenariat avec le centre, alors que je ne me trompe pas, mais le centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose de Lyon, donc basé sur les hospices civils de Lyon, donc à la fois le côté adulte et à la fois le côté enfant. Donc le webinaire, il est enregistré et on le mettra à disposition. Donc les replays seront mis à disposition sur les sites internet et les chaînes YouTube respectives d'Omedit et de l'URPS. Donc on va parler de ces traitements qui ont révolutionné la prise en charge de la mucoviscidose chez l'enfant et l'adulte, Kaftrio, Kalydeco. Et en tant que pharmacien d'officine, vous les voyez désormais un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça que vous avez désormais aussi un rôle essentiel à jouer auprès des patients et dans la gestion au quotidien de ces traitements. Donc, pour aborder ces points, on accueille donc avec plaisir, merci d'avoir répondu présent à nos sollicitations, le professeur Isabelle Durieux, qui est responsable du Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose adulte de Lyon, et le professeur Philippe Rex, qui est lui responsable du CRCM pédiatrique de Lyon. Donc les micros vont rester coupés pendant les présentations. Il y aura une session de questions à la fin de chaque présentation, entre la première présentation et la deuxième présentation. Et en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation de Philippe Rex et d'Isabelle Durieux. En deuxième partie de ce webinaire, on aura le docteur Sandrine Roch, pharmacien d'officine et élu RPS, qui nous présentera finalement le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge de ces patients. Eh bien, très bien, on peut commencer. Je vous laisse la parole, professeur Durieux, professeur Rex. Très bien. Je vais donc mettre d'abord, merci beaucoup, Monsieur Gervais et Madame Roch pour cette invitation. C'est vrai que c'est important. Je pense que on vous parle de ces traitements modulateurs de CFTR qui sont vraiment en train de révolutionner la prise en charge de ces patients. Et puis, même si c'est une maladie, vous allez voir, le nombre de patients en France est finalement assez limité, mais c'est des patients qui finissent dans vos officines pour venir récupérer leur traitement. Donc voilà, c'était vraiment la bonne occasion et c'est une très très bonne idée d'avoir organisé ce webinaire. Donc je vais faire une présentation qu'on a fait évidemment en commun avec le professeur Isabelle Durieux, qui s'occupe des adultes à Pierre-Bénite, et moi je suis localisé à Bron, à l'hôpital Femmes, Mères et Enfants. Et donc c'est parti pour une vingtaine de minutes. Alors voici mes liens d'intérêt, et oui effectivement j'en ai avec le laboratoire Vertex Pharmaceuticals, qui est le principal laboratoire à actuellement proposer ces traitements modulateurs de CFTR, mais il y en aura peut-être d'autres, il n'aura peut-être pas le leadership tout le temps. Alors, quand on parle de mucoviscidose, effectivement, il s'agit d'une maladie génétique rare. La prévalence en France est estimée à 1 sur 4500, un bébé malade pour 4500 naissances, donc c'est relativement peu. Puis on a une idée quand même assez précise maintenant du nombre de patients atteints de mucoviscidose en France, notamment 7742 patients au dernier recensement donc de 2022. Et puis je ne vais pas aller dans le détail de tous les chiffres, mais ce que l'on sait globalement, c'est qu'il y a sur cet article qui est de 2022, qui avait recensé le nombre de patients dans les registres ou bien par l'intermédiaire de publication, on arrivait, à 163 000 patients dans 95 pays, dont quand même 57 000 qui n'étaient pas encore diagnostiqués. Donc on a effectivement relativement peu de malades, et retenez ce chiffre d'un tout petit peu plus, de presque 7 800 patients en France. Alors, le diagnostic de la mucoviscidose, comment est-ce qu'il est fait actuellement en France? Essentiellement, vous voyez, les 2 tiers des diagnostics sont faits par l'intermédiaire du dépistage néonatal systématique. Il a été mis en place en 2002, fin octobre 2002, et en même temps que ce dépistage néonatal systématique a été mis en place, ont été créés les fameux centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose, donc qui ont pour mission de prendre en charge les patients et leurs familles, et d'organiser notamment le dépistage de la maladie et ensuite le suivi des patients. Alors il y a encore
des malades qui sont identifiés sur une symptomatologie clinique, y compris des enfants qui ont bénéficié du dépistage néonatal systématique. On le sait, comme dans toutes les j'allais dire, les tests de dépistage, il y a un taux de faux négatif, hein, donc de personnes qui, malgré les examens, passent au travers des mailles du filet, et donc ça arrive encore, je dirais, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, qu'on fasse des diagnostics chez les enfants, alors qu'ils ont été dépistés. Ça arrive également chez les adultes, que des diagnostics sur symptômes soient faits pour des personnes nées avant 2002 ou même nées éventuellement depuis 2002. Alors les symptômes, c'est quoi? C'est des problèmes respiratoires à type de bronchite chronique, de dilatation des bronches, de pancréatite aiguë ou de pancréatite à répétition, de problèmes ORL à type de polypose rhinosinusienne, et pour certains patients, devant une exploration d'une infertilité masculine. Alors un tout petit mot sur le dépistage néonatal systématique. Donc encore une fois, il a été mis en place au niveau national fin 2000, pas 22, mais fin 2002, pardon. Certaines régions en France le pratiquaient déjà, et c'est le cas par exemple de la Normandie et de la Bretagne, hein, qui avaient dès 89, juste après que le gène soit identifié, mis en place des programmes régionaux de dépistage de la mucoviscidose, mais ça a été vraiment généralisé fin 2002. Et donc, au 3e jour de vie, ces bébés ont le fameux test de Guthrie, vous en avez sûrement entendu parler, puis passent par un certain nombre d'étapes pour éventuellement arriver jusqu'à nous, donc dans les centres de ressources et de compétences. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Lyon Pédiatrie, Grenoble Pédiatrie ou Clermont-Ferrand. Et donc, on accueille ces familles, on voit ces enfants et on confirme ou pas le diagnostic en réalisant un test de la sueur à ces bébés pour savoir si les enfants sont malades ou pas. Alors, c'est un test qui est très sensible, très spécifique, et comme je vous le disais, avec des faux négatifs, 3,5%, ça veut dire qu'il y a à peu près chaque année moins de 5 enfants qui ont bénéficié du dépistage, qui seront diagnostiqués, qui ont échappé au dépistage et qui seront diagnostiqués sur des symptômes. Alors, les manifestations cliniques de cette maladie sont très variées, hein, c'est ce qui est représenté là sur ce petit schéma, ce petit dessin. Alors évidemment, il y a une atteinte respiratoire, et celle-ci est la plus connue. Et c'est aussi celle qui nous préoccupe le plus, parce qu'elle est grévée d'une morbidité, d'une mortalité qui est importante. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette atteinte respiratoire, elle est constante et elle est précoce. Constante parce que finalement, à des degrés variables et avec des expressions cliniques différentes, elle va s'installer, elle va être présente chez les patients. Et précoce parce que on a des données qui montrent que dès l'âge de 3 mois, ces bébés qui ont été identifiés par le dépistage néonatal ont déjà des anomalies radiologiques, ont déjà des stigmates inflammatoires locaux et donc une maladie respiratoire qui est en train de s'installer. Après, la sévérité et l'évolution extrêmement variable d'un patient à l'autre, et même, j'allais dire, y compris à l'intérieur de la même fratrie, où vous pouvez avoir, ça arrive, plusieurs enfants malades et avec parfois des évolutions qui sont totalement différentes. Alors, il n'y a pas d'atteinte cutanée en tant que telle, hein, mais une des caractéristiques des patients atteints de la mucoviscidose, vous le connaissez, hein, c'est l'enfant avec l'enfant obésé salé. C'est cette sueur très caractéristique, effectivement salée, très riche en chlorure de sodium, et notamment avec un taux de chlorure sudoral qui est supérieur à 60 millimoles par litre. Et donc, cette sueur salée, c'est la base du diagnostic de la mucoviscidose, en plus évidemment des tests génétiques, qui est donc de mettre en évidence cette caractéristique d'une sueur trop riche en chlorure de sodium, et notamment en iochlorure, avec une limite qui est fixée pour être positive supérieure à 60 millimoles par litre. Alors, il y a des particularités, on va dire cutanées, mais pas vraiment de maladie cutanée, dont une qui s'appelle la kératodermie aquagénique, qui consiste au fait que les mains vont se friper beaucoup plus vite lorsqu'elles sont immergées dans l'eau chez ces patients, ou lorsqu'il fait chaud et que les mains sont un petit peu plus, qu'il y a un petit peu plus de sueur, l'aspect fripé de la peau apparaît beaucoup plus rapidement. Il peut y avoir une atteinte hépatique, et cette atteinte hépatique, elle a des expressions variables sur le plan clinique, biologique, échographique, et l'évolution peut se faire vers la cirrhose hépatique dans 5 à 10% des cas, et parfois cette cirrhose hépatique va nécessiter d'envisager une transplantation hépatique. L'insuffisance pancréatique exocrine, elle est fréquente, alors elle n'est pas constante, hein, tous les patients n'ont pas d'insuffisance pancréatique exocrine, elle concerne 8 patients sur 10 environ, et cette insuffisance pancréatique exocrine, elle va être prise en charge par les traitements, par l'opothérapie pancréatique. Je ne sais pas si c'est un truc qui se dit encore, mais en tout cas par la substitution avec les extraits pancréatiques. Puis il y a tout un tas de manifestations
intestinales, digestives, qui parfois s'expriment dès la période fœtale, voire néonatale immédiate. Hein. C'est le tableau qu'on appelle de l'ileus méconial, donc en fait d'une occlusion intestinale néonatale due à un bouchon de méconium qui va être bloqué dans la dernière anciléale. Et parfois, donc, ce tableau d'ileus méconial est vu dès la période fœtale et parfois même permet de faire le diagnostic anténatal de la maladie. C'est des patients qui sont plus à risque de faire des occlusions intestinales, ce qu'on appelle les syndromes occlusifs intestinaux distaux. Le mécanisme est le même, hein, impaction de matière fécale au niveau de la dernière anciléale et tableau d'occlusion intestinale. Et puis c'est des patients qui ont aussi plus de problèmes de constipation, plus de problèmes de reflux gastro-œsophagien, et pour certains patients, notamment à l'âge pédiatrique, font parfois des prolapsus rectaux, c'est-à-dire des éversions de la muqueuse rectale, qui sont très impressionnants et parfois réellement très très handicapants. Et puis il y a d'autres manifestations, et notamment chez les hommes atteints de mucoviscidose, l'infertilité masculine qui est constante, hein, elle est due à la génésie bilatérale des canaux déférents. Donc les hommes atteints de muco, malheureusement, n'ont pas de spermatozoïdes dans leur sperme et donc ne peuvent pas avoir d'enfants, naturellement au moins. Et puis parce que cette population a vieilli, on a vu apparaître un certain nombre de comorbidités, notamment une qui est extrêmement fréquente chez les adultes, hein, puisqu'elle concerne presque un patient sur deux, c'est le diabète. Les problèmes aussi de fragilité osseuse, voire d'ostéoporose sont connus, d'arthrite et surtout des comorbidités émergentes, et notamment les cancers coliques qui sont plus fréquents chez ces patients à l'âge adulte et qui justifient la réalisation d'une colonoscopie à partir de l'âge de 40 ans pour les non-transplantés et 30 ans pour les patients transplantés. Alors comment est organisée la prise en charge de ces patients ? L'organisation, je vous le disais, elle a été mise en place fin 2002 au moment de la mise en place du dépistage néonatal systématique. Et donc, elle se fait dans les centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Vous avez là, sur la gauche du diaporama, la répartition de ces centres au niveau national. Vous voyez que le territoire est finalement assez bien couvert. Il y a 47 centres en tout, avec des centres qui pilotent, un centre coordonnateur qui est situé à Paris-Cochin, et puis des centres constitutifs, et Lyon fait partie des centres de référence constitutifs, mais vous voyez qu'il y a parfois des centres uniquement pédiatriques, parfois des centres uniquement adultes et parfois des centres mixtes. Alors en région Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir 3 CRCM, un CRCM mixte qui est situé à Clermont-Ferrand, avec une cohorte de patients adultes et enfants. Hein. J'ai additionné les deux, de 163 personnes. À Lyon, on a un CRCM pédiatrique et un CRCM adulte qui ont un fonctionnement distinct, même si on se voit très régulièrement et qu'on collabore ensemble depuis de très très nombreuses années. Et on a quand même 694 patients, 260 en pédiatrie et 470 du côté adulte. Et du côté des Grenoblois, nos collègues grenoblois ont 252 patients en tout entre la pédiatrie et les adultes. Et il faut que je revienne sur ma diapo, pardon, voilà. Et donc en région Rhône-Alpes, si on fait la somme de l'ensemble de ces patients, on arrive quand même à presque 1110 patients, ce qui est beaucoup, ce qui représente, vous voyez, le 7e de la cohorte nationale. Et il faut savoir que donc c'est plutôt du côté adulte que les files actives sont importantes et qu'elles vont continuer à augmenter, alors que les files actives en pédiatrie restent relativement stables et ça représente à peu près 30% de la population. Alors à quoi ça sert un CRCM ? Ça sert à prendre en charge les patients atteints de mucoviscidose, mais pas que, prendre également en charge leur famille. C'est un modèle de soins qui est assez particulier puisque c'est des individus, des patients qui sont vus de façon très régulière et même j'allais dire systématique, selon le schéma encore en vigueur actuellement, d'une visite trimestrielle et d'un bilan annuel, donc de 4 à 5 visites par an à Lyon, d'une coordination des soins en rapport avec la mucoviscidose qui est justement centralisée, mais pas que, mais en tout cas coordonnée, on va dire, par le Centre de ressources et de compétences, qui organise un suivi multidisciplinaire, hein, c'est ce qui est représenté sur la partie droite de la diapo, où vous voyez au centre le patient, et autour de ce patient, tout un tas de personnes qui sont là pour l'accompagner, que ce soit les infirmières coordinatrices, que ce soit les kinésithérapeutes, que ce soit les psychologues, les diététiciens ou diététiciennes, les assistantes sociales. Évidemment, sur plus on élargit un petit peu les cercles de compétences, on va trouver d'autres personnes qui vont être importantes, comme les microbiologistes,
les pharmaciens, pour tout ce qui est activité de coordination de recherche, les ARC, etc., etc. Et puis sur la dernière part de ce fromage, eh ben, les spécialistes qui peuvent être sollicités en fonction des problèmes que les patients vont présenter, parmi lesquels les gastro-entérologistes, les endocrinos, les diabétologues, les gynéco-obstétriciens, etc., etc. Donc, vous voyez que ça fait intervenir un nombre de personnes et de compétences absolument considérable. Alors, comment est pris en charge la mucoviscidose actuellement? Il y a encore une place importante pour les traitements dits symptomatiques. Alors, symptomatiques, c'est quoi? Ce sont en fait des traitements qui vont permettre de contrôler, on va dire, les trois piliers de la maladie, que sont à la fois donc l'obstruction par un mucus visqueux épais des voies aériennes, donc agir sur l'obstruction, agir sur l'inflammation qui est la conséquence directe de la stase des sécrétions bronchiques qui vont s'infecter et évidemment créer de l'inflammation, et jouer également sur la partie infectieuse de la maladie, et notamment de l'atteinte respiratoire, avec des infections avec des germes tels que Staphylococcus aureus ou bien Pseudomonas aeruginosa. Alors ces traitements symptomatiques, ils peuvent évidemment, on peut considérer que la transplantation en est un également, hein, dans les situations d'une insuffisance respiratoire terminale. La seule solution thérapeutique à proposer, ça peut être la transplantation pulmonaire. Et vous allez voir que ça reste quelque chose qui est réalisé, mais qu'avec l'avènement des modulateurs de CFTR, et notamment des dernières générations de modulateurs, on a réduit de façon assez spectaculaire le nombre de patients éligibles à la transplantation. Donc ces traitements, si on va un petit peu plus dans le détail, bon, on ne va pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais ils vont prendre en charge chacun un peu la composante, on va dire, de la physiopathologie de la maladie. Encore une fois, l'obstruction, les patients vont bénéficier de drainage bronchique, de kinésithérapie respiratoire pluri-hebdomadaire. Ils vont bénéficier éventuellement d'aérosols de mucoles fluidifiants. Vous connaissez le pulmosine, vous connaissez également le sérum salé hypertonique et le nébusal. En cas d'infection, il y aura une antibiothérapie qui peut être administrée par voie orale, par voie intraveineuse, ça va dépendre des germes dont le patient est porteur et de la réponse au traitement antibiotique antérieur. Et pour certains patients, il y aura une antibiothérapie inhalée, on va dire suppressive, parce que ce sont des patients qui ont des colonisations chroniques par Pseudomonas aeruginosa. Donc là, l'objectif de l'antibiothérapie est plus d'éradiquer le germe, mais vraiment de le maintenir, on va dire, au repos, en maintenant une antibiothérapie inhalée, que ce soit de la colimicine, de la tobramycine utilisée en nébulisation ou en poudre sèche. Il y a une composante inflammatoire à la maladie qui peut être contrôlée par des corticoïdes oraux, des traitements inhalés, ou bien éventuellement, mais c'est très très peu utilisé, voire pas du tout utilisé, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce qu'on utilise plus, par contre, c'est l'azithromycine à dose subinhibitrice qui a démontré des propriétés anti-inflammatoires et d'autres notamment, mais c'est surtout pour cet aspect qu'on l'utilise. Et puis, comme je vous le disais, au stade de l'insuffisance respiratoire, c'est des patients qui peuvent se retrouver avec des oxygénothérapies à domicile, voire des ventilations non invasives, et puis le traitement ultime, c'est la transplantation pulmonaire. Sur les autres plans, c'est-à-dire l'aspect non respiratoire de la prise en charge de la maladie, là aussi, il y a beaucoup de choses, hein, et ça, vous voyez ça quand les patients viennent récupérer leur traitement à la pharmacie. Hein, souvent, effectivement, on est dans de la polypharmacie. Il y a très vite des listes de traitements d'une quinzaine de molécules différentes. L'insuffisance pancréatique exocrine, c'est les extraits pancréatiques gastroprotégés, dont l'effet parfois est optimisé par l'ajout de médicaments antiacides, essentiellement des inhibiteurs de pompe à protons, qu'on donne aussi en cas de reflux symptomatique avec des douleurs. Et puis pour ceux qui sont diabétiques, essentiellement de l'insuline, et je crois, et le professeur Durieux commentera, mais peu ou pas d'antidiabétiques oraux. Il y a une partie très importante de la prise en charge nutritionnelle chez ces patients qui est fondamentale. Ce sont souvent des patients qui peuvent peiner à prendre du poids, et donc on leur recommande d'augmenter les apports caloriques, notamment dans leur alimentation quotidienne, mais parfois aussi en prescrivant des compléments nutritionnels oraux, et puis en supplémentant également en vitamines liposolubles ADEK, parce que l'astéatorée fait qu'il y a effectivement une perte de vitamines liposolubles. L'hépatopathie, on n'a pas grand-chose à proposer à part la prescription d'acide urso-désoxycholique et la transplantation hépatique dans les formes de cirrhose très évoluées. Et puis pour essayer de les aider le plus possible pour ces problèmes de dysmotilité intestinale, pareil, il n'y a pas grand-chose. Il y a les laxatifs, osmotiques essentiellement, mais les prokinétiques, on n'a pas grand-chose. Et parfois,
on utilise les effets indésirables des macrolides pour aider un petit peu à régulariser le transit. Donc vous voyez que très vite, on est dans une prise en charge qui est quand même, au moins sur le plan médicamenteux, très riche et très chargé. Alors c'est ça qui est important, c'est qu'il faut se dire que c'est quand même à la fois grâce à l'organisation des soins, mais également grâce à ces traitements symptomatiques qu'on a vu l'espérance de vie des patients augmenter de façon constante depuis, vous voyez, la photographie de cet enfant, c'est une publication de 1949, jusqu'à donc ces enfants très dénutris, malades, clairement, jusqu'à arriver à ces patients tels que vous le voyez. C'est un patient atteint de mucoviscidose, un patient anglais, qui, pour le coup, quand on regarde les deux en même temps, on voit que c'est plus tout à fait la même maladie. Et ben, tout ça, ça a été obtenu grâce à l'organisation des soins, grâce aussi à l'évolution et à la progression et à l'amélioration constante des traitements symptomatiques. Et j'allais dire avant même que les traitements modulateurs de CFTR arrivent. D'accord ? Et effectivement, depuis 2012 maintenant, sont arrivés, alors ce qu'on pourrait appeler les modulateurs de première génération, c'est le Kalydeco, en fait c'est la monothérapie par Kalydeco. Et puis tout ça, progressivement, s'est élargi jusqu'à arriver à l'arrivée fin 2019, 2020 pour les accès précoces et 2021 ensuite, à ces modulateurs hautement efficaces dont fait partie le Kaftrio. Alors, c'est là que c'est intéressant justement avec ces traitements, c'est que vraiment, on va aller au cœur du problème, on va vraiment traiter le défaut primaire. Alors, il y aurait deux façons d'aborder les choses, c'est traiter le gène qui est anormal, et donc ça, c'est tout le chapitre de la thérapie génétique. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi ça, mais à la fin, juste après la découverte du gène CFTR dans les années 89, les premiers essais de thérapie génique ont été mis en place très très rapidement, y compris à Lyon. C'est Gabriel Bellon qui a réalisé d'ailleurs le seul essai de thérapie génique en France. Malheureusement, très vite, on s'est rendu compte que ça guérissait personne. Et puis les modulateurs de CFTR sont arrivés, puis on s'est rendu compte que tous les patients n'étaient pas éligibles aux modulateurs, et puis tous ne les supportaient pas, parfois il fallait les arrêter, et donc il a fallu repenser la progénétique avec ce que j'ai mis là en grisé, une approche qui va passer par des approches très différentes, soit d'ARN messager, soit d'ARN de transfert, soit de thérapie génique, j'allais dire un peu à l'ancienne, mais avec des vecteurs nouveaux, soit avec des oligonucléotides antisense, les ASO, soit avec des agents de translecture. Bon, tout ça, pour l'instant, c'est des essais de la recherche clinique, et j'allais dire rien n'est disponible aux patients. Ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est on a les moyens de faire fonctionner la protéine CFTR un petit peu mieux, c'est ce qu'on appelle la thérapie protéique, ou thérapie de réparation de la protéine, ou plus simplement donc les modulateurs de CFTR. Alors, pour comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement, il faut revenir à des basiques, et à notamment le fait que, certes, c'est une maladie monogénique, CFTR est le gène responsable de la mucoviscidose. Par contre, les anomalies responsables de la mucoviscidose sur le plan génétique sont très hétérogènes. Il y a plus de 2000 variants qui sont connus et identifiés et classés. Donc classés dans ces différentes catégories de classe 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si on commence par la classe 1, effectivement, les classes 1, c'est ceux pour lesquels, pour le moment, on n'a pas de solution thérapeutique, et en tout cas pour lesquels on sait que les modulateurs ne fonctionnent pas. Parce que dans les anomalies de classe 1, qui sont des anomalies avec des codons stop prématurés, on n'a pas de synthèse de la protéine CFTR. Et donc, pour que ces modulateurs fonctionnent, il faut qu'il y ait un début de synthèse de protéines, donc arriver à cette étape. Mais si on n'arrive pas à dépasser l'étape de la synthèse de la protéine, malheureusement, les modulateurs ne fonctionnent pas. Donc les classes 1, on les appelle les mutations fonction minimale, et en fait, on n'a pas de production de la protéine du tout. Les mutations de classe 2, c'est différent. On a un début de synthèse de la protéine CFTR, sauf que cette protéine CFTR, sa maturation ne va pas se faire correctement. Et comme elle ne va pas se faire correctement, elle ne va pas être exportée vers le pôle apical de la cellule. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Et donc, elle va être dégradée. Et dans ces mutations de classe 2, on retrouve la mutation qui est la plus fréquente chez les patients atteints de mucoviscidose, qui est la mutation F508del, qu'on va abréger par F. D'accord. Et puis ensuite, on a les mutations de classe 3. Alors, les mutations de classe 3, elles sont intéressantes parce que elles vont permettre à la petite protéine d'être exprimée au pôle apical de la cellule, mais il va y avoir des anomalies de conduction. Et ces conductions font qu'en fait, on va avoir, c'est un canal qui s'ouvre et qui se ferme, et là, avec les variants de classe 3, le canal reste fermé quasiment tout le temps. Donc en pratique, les mouvements de chlorure à travers CFTR sont quasiment inexistants. Et ils sont intéressants parce que justement, les patients porteurs de mutations de classe 3, ce sont eux qui ont bénéficié des premiers traitements par modulateur, et notamment du Kalydeco.
Et puis, bon, il y a d'autres, donc ça, on va les appeler les mutations gating, on va abréger ça FG. Et puis, il y a 3 autres catégories de mutations qui sont des variants avec des fonctions résiduelles, c'est-à-dire que la protéine est présente, elle a une fonction, on peut la mesurer d'ailleurs, mais il y a soit des problèmes d'instabilité ou de demi-vie trop rapide de la protéine CFTR ou d'anomalies de quantité d'ions chlorure qui vont pouvoir passer. Et donc, cela, sur le plan, là aussi sur le plan thérapeutique, peuvent être intéressants parce que la protéine est déjà présente. Et donc, ces fameux modulateurs de CFTR, en fait, c'est des molécules qui vont intervenir soit au niveau de la protéine pour, j'allais dire, favoriser sa synthèse et son export au pôle apical de la cellule, c'est ce qu'on appelle des correcteurs. Et puis on aura d'autres molécules qui sont les potentiateurs qui, eux, pour le coup, vont permettre de faire fonctionner une protéine qui est déjà présente au pôle apical de la cellule. Donc voilà une façon différente de voir les choses. Donc vous avez une cellule épithéliale, un noyau, un appareil de Golgi, la protéine qui est exprimée. Donc les correcteurs, actuellement on en a 3, c'est le lumacaftor, le tesacaftor et l'elexacaftor. Ils vont permettre de faire fabriquer une protéine CFTR qui va être exportée au pôle apical de la cellule et dont l'activité va être potentialisée ou activée grâce à un potentiateur. Et le seul qu'on a à notre disposition actuellement, c'est l'ivacaftor ou Calideco. Alors après, les thérapies vont être ciblées en fonction de la nature des mutations présentes chez le patient. Et donc, il faut voir ça évidemment en double, parce que les patients portent 2 anomalies génétiques. Et donc, la situation la moins favorable, finalement, c'est celle-ci, c'est-à-dire la situation d'un patient qui a 2 variants de classe 1 où il n'y a pas du tout de production de la protéine CFTR. On sait que ça représente à peu près 10% des patients qui ont 2 mutations de classe 1. Et que ces patients, malheureusement, ne fabriquant pas de protéines CFTR, ne bénéficieront pas des traitements par modulateur. Tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ont un variant delta F508, quel que soit le variant présent sur le 2e allèle, vont bénéficier des modulateurs. Et c'est le cas également pour les patients qui sont homozygotes pour la fonction, le variant delta F508. Donc retenez que actuellement, environ 90% des patients ont accès aux modulateurs de CFTR, à l'exception de ceux qui présentent 2 variants de classe 1. Alors, en termes de maintenant de thérapeutique disponible et d'âge, le Calideco, dont on va reparler un petit peu, donc on peut utiliser en monothérapie. Actuellement, on peut l'utiliser chez des enfants à partir de l'âge de 4 mois, porteurs, c'est pas d'une fonction résiduelle, je me suis trompé, mais c'est une fonction gating, c'est-à-dire d'une mutation, une mutation de classe 3. Alors, en pratique, c'est 2 patients actuellement en pédiatrie sur les 262 qu'on suit. Et c'est 150 patients au niveau national, d'accord? Donc, ça n'arrive pas souvent qu'on débute du Calideco à 4 mois, mais bon, ça arrive parfois. L'Orcambit, qui est une bithérapie, peut être commencée, donc elle est destinée aux patients qui sont homozygotes pour la mutation delta F508. Et donc ça, on peut le débuter à partir de l'âge d'1 an chez les enfants, donc à partir de l'âge d'1 an, ce qui est très bien. Ce qui est une excellente chose. Le Kaftrio, qui est une trithérapie, on peut officiellement l'AMM et à partir de l'âge de 6 ans chez les patients porteurs d'au moins un variant delta F508. D'accord ? Sauf qu'on a également un accès précoce à l'hôpital qui nous permet de mettre en route ce traitement chez des enfants à partir de l'âge de 2 ans, porteurs d'au moins un variant delta F508. Et puis le Kaftrio, et ça c'est vraiment très spécifique à la France, on a également possibilité de le prescrire par l'intermédiaire d'un programme compassionnel à des enfants dès l'âge de 6 ans, quels que soient les variants dont ils soient porteurs, à condition qu'ils aient été identifiés comme potentiellement répondeurs au Kaftrio, et quel que soit le niveau de sévérité de la maladie. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'évidemment vous ne voyez pas passer dans vos officines, mais ça a permis notamment d'élargir de façon très importante la liste des mutations répondeuses au Kaftrio, bien au-delà de la seule mutation delta F508. Alors le début de l'aventure des Kaftors, c'est les variants de classe 3. Eux avaient alors ça concerne peu de patients en France, c'est ce qu'on disait, 2-5% des patients, et pour le coup, eux avaient déjà de la protéine, donc il suffisait, entre guillemets, de trouver le médicament qui allait permettre de faire fonctionner un peu mieux la protéine CFTR. Et donc ce potentiateur, c'est l'ivacaftor ou Calideco, et donc les premiers essais cliniques ont été réalisés chez les patients porteurs de ce variant G551D, et les résultats ont été assez bluffants.
puisque vous voyez ici, je vais vous les commenter, mais assez rapidement, en termes de capacité respiratoire, les patients traités par Kalydeco en bleu voient leur fonction respiratoire augmenter de façon spectaculaire et de façon surtout très rapide, au bout de 15 jours de traitement, et maintenir tout au long de l'essai clinique une fonction respiratoire dans des valeurs tout à fait honnêtes. Alors que les patients qui sont restés sous placebo voient leur fonction respiratoire diminuer légèrement. Ils font également moins d'infections et moins de surinfections nécessitant la prise d'antibiotiques intraveineux. Quand on les interroge sur leur qualité de vie, elle est augmentée de façon là aussi significative. Et ces patients qui parfois peinent à prendre du poids, et ben, tout au long de l'année où ils sont dans l'essai clinique, prennent du poids en moyenne 3 kg sur l'année de leur participation à l'essai clinique. Donc un effet relativement spectaculaire. Alors cet ivacaftor en monothérapie chez ces patients porteurs de ce variant bien spécifique, il a évidemment été testé dans d'autres variants de classe 3 et puis testé à des âges de plus en plus jeunes, jusqu'à être testé il n'y a pas très longtemps, il y a une publication du Kalydeco utilisé en monothérapie chez des nourrissons âgés de 1 à 4 mois porteurs de ces mutations gating. Et donc l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'effectivement ça fonctionne. Sur le plan fonctionnel, respiratoire, il y a des vrais bénéfices, sauf que plus on descend en âge et moins les enfants sont symptomatiques, plus les bénéfices sur le plan respiratoire sont un peu difficiles à mettre en évidence, mais ça marche. Surtout, ce qu'on a pu voir, c'est en particulier chez les très jeunes enfants, avant l'âge de 5 ans, le fait de leur donner du Kalydeco, chez certains, permettait d'avoir une part de réversibilité de l'insuffisance pancréatique exocrine. L'histoire ne dit pas si ça permet de diminuer leur dose d'extrait pancréatique, mais en tout cas, sur le plan biologique, il y avait une vraie amélioration. Et puis, finalement, une assez bonne tolérance de ces traitements, puisqu'on a 12 ans de recul avec le Kalydeco, et globalement, on n'a pas eu de mauvais signaux. Il y a évidemment, les plus fréquemment rapportés, c'est la toux, l'encombrement, qui sont en fait des symptômes liés à la maladie. Il y a deux points qui restent un peu à surveiller, c'est les hépatites médicamenteuses, 10 à 15% des cas, mais ça nécessite exceptionnellement l'arrêt du traitement. Souvent, on tolère un certain degré de cytolyse hépatique. Et puis, point d'interrogation toujours avec l'ivacaftor sur la possible survenue de cataracte chez les enfants. Qui nécessite que l'on surveille de façon annuelle le cristallin de ces enfants qui ont été traités par l'ivacaftor ou toute autre molécule contenant de l'ivacaftor. Alors, le Kalydeco, donc, comme je vous le disais, on peut le prescrire dès l'âge de 4 mois maintenant depuis 2021 chez des patients porteurs de moins une de ces mutations qui sont des mutations dites gating, avec des posologies adaptées non seulement à l'âge, mais également au poids, et la surveillance du bilan hépatique et de l'examen ophtalmologique avant le début du traitement, puis tous les ans ensuite. Sauf que ce Kalydeco, il concerne très peu de patients. Vous voyez, en France, 2,2% des patients atteints de muco bénéficient de ce traitement, 154 patients dans les données du registre de 2021. Donc il a fallu trouver des solutions thérapeutiques pour les autres, et les autres, c'est qui ? Eh ben, ce sont ces patients porteurs d'au moins un variant Delta F508 qui représente, vous voyez, 83% de la population des patients atteints de mucoviscidose, et ce qui représente, quand ils sont homozygotes pour ce variant, 41% de la population. Et donc là, le laboratoire a basculé, voilà, c'est ça, vers des bi- et des tri-thérapies. Donc la combinaison avec le même potentiateur qui est l'ivacaftor, mais de plusieurs correcteurs, soit IVA et l'umacaftor, et ça nous donne l'Orkambi qu'on peut utiliser dès l'âge d'1 an, soit la combinaison de l'IVA avec le TESA et l'Elexa, ce qui nous donne le Kaftrio, que l'on peut utiliser, que l'on peut prescrire à partir de l'âge de 6 ans, voire plus tôt dans le cadre de l'accès précoce pour les enfants porteurs d'au moins un variant Delta F508. Et donc cette trithérapie, c'est vraiment elle qui a complètement changé la donne. Alors ça a changé la donne parce qu'on en revient aux résultats des essais cliniques. Là, c'est chez les patients porteurs homozygotes pour le variant Delta F508. Donc on voit un petit peu la même chose, mais on va regarder surtout la fonction respiratoire. Une fois que ces patients sont mis sous Kaftrio, on voit leur fonction respiratoire augmenter d'environ 10%, ce qui est considérable. Ça ne va pas vous parler beaucoup, mais c'est vraiment considérable. L'autre point important, c'est qu'on va voir leur test sudoral, donc ce fameux baiser salé, cette sueur trop salée. On va voir les taux de chlorure de sodium descendre en dessous du seuil d'anormalité qui est de 60 millimoles par litre. Donc ça, c'est un point également important. Et puis on retrouve toujours l'amélioration de la qualité de vie des patients.
Et puis on retrouve la même chose chez les patients porteurs d'au moins un variant Delta F508, avec maintenant ce que vous connaissez bien, l'amélioration de la fonction respiratoire, pour une variabilité de la réponse individuelle, mais globalement une amélioration assez intéressante et importante pour tout le monde, et puis une diminution des exacerbations, c'est ce qui est noté ici, y compris des exacerbations qui nécessitent l'hospitalisation ou le recours au traitement antibiotique intraveineux. Alors, on a eu la chance en France de pouvoir faire bénéficier aux patients les plus sévères. Les plus sévères, c'était des patients qui étaient en pratique éligibles à la transplantation, pour lesquels la seule solution thérapeutique envisageable à court terme, c'était de les faire transplanter. Et donc, en France, fin 2019 et année 2020, on a pu traiter des adultes et des adolescents âgés de plus de 12 ans, porteurs soit d'une mutation Delta F508 avec autre chose derrière ou homozygote pour ce variant, donc de les faire bénéficier du Kaftrio pendant 1 an. Et donc, ont été suivis, ces patients ont été suivis sur un certain nombre d'aspects. D'abord, en termes d'effets indésirables, dans la vraie vie, les traitements sont quand même plutôt assez bien supportés. On pourra en reparler évidemment si vous voulez, mais ce qui était rapporté dans cette étude, c'était plutôt les douleurs abdominales, les rages cutanées qui sont pas rares à l'introduction du traitement, ce qui concerne à peu près entre 7 et 10% des patients. Des myalgies qui peuvent évidemment survenir avec parfois une augmentation des CK, et puis des modifications du bilan hépatique, vous voyez, ça représentait 2,5%. Un gain fonctionnel respiratoire important et même similaire à ce qui avait été rapporté dans les essais cliniques, un peu moins important quand les patients avaient bénéficié d'un modulateur avant. Certains patients avaient reçu de l'Orkambi avant d'être mis au Kaftrio, donc pour eux, vous voyez, le gain fonctionnel était un tout petit peu moins important, même si la différence paraît importante, elle ne l'est pas tant que ça. Avec un effet bénéfique sur le plan nutritionnel, et surtout, ce qui a été spectaculaire, c'est qu'il y avait 53 patients qui étaient réellement inscrits en attente de transplantation au moment où il débutait le Kaftrio. À la fin de l'année de suivi, il n'y en avait plus que 2, donc ça veut dire que, non, il n'y en avait plus que 6, ça veut dire que, comme je calcule mal, je vais dire une bêtise, mais il y en avait 47 qui avaient été délistés parce qu'ils n'étaient plus dans les critères de transplantation pulmonaire. Donc un effet spectaculaire chez les patients sévères. Et puis d'autres effets ont été observés, notamment sur l'utilisation de l'oxygène chez ces patients sévères qui a diminué, ou le recours à la ventilation non invasive qui a diminué, ou éventuellement à une nutrition entérale avec une diminution du recours à la nutrition entérale. Et puis des patients qui le disent, c'est un verbatim des mots associés à la prise de ce traitement, vous voyez, temps, vie, qualité de vie, changer, amélioration, sport, pouvoir, enfin voilà, un vrai changement de vie. Alors maintenant on le sait, c'est vrai que ces modulateurs, ils ont des effets respiratoires, c'est sûr, extra-respiratoires également, et notamment, alors bénéfiques, notamment, il y a des choses qui changent, ce qui est indiqué en vert, vous voyez, donc amélioration des manifestations respiratoires, rhinosinusiennes, amélioration du test sudoral, des choses qui semblent pas vraiment changer, c'est le cas par exemple de l'atteinte hépatique qui semble pas être modifiée par les modulateurs de CFTR, et des choses pour lesquelles on ne sait pas encore très bien, notamment on sait, alors vraisemblablement, chez les patients avec des maladies évoluées, ça ne change rien sur la fonction pancréatique exocrine. Pour le diabète, les résultats semblent montrer qu'il n'y a pas non plus de gros changements chez des patients avec un diabète installé et déjà ancien. Pour ce qui est de la fertilité, elle augmente chez les femmes, mais pour les hommes, malheureusement, la fertilité persiste. On n'a pas d'idée de ce qui se passe au niveau osseux et au niveau intestinal. C'est très variable, mais certains patients continuent de se plaindre de douleurs abdominales, et notamment, en particulier, les patients adultes. Donc, un des points importants, vraiment, et là, vous avez les données du registre français de la mucose sous les yeux, ça a été cette chute du nombre de transplantations après le début, après la mise en place du Kaftrio. Donc là, vous aviez à peu près une centaine de transplantations réalisées chaque année. Et donc 2019, mais 2020, bon après il y a eu la pandémie Covid là-dedans, et globalement l'activité de transplantation a baissé partout, mais indépendamment de ça, il y a quand même eu de toute façon une diminution spectaculaire du nombre de transplantations. Et là, vous voyez, au dernier recensement en 2022, 23 patients avaient bénéficié d'une transplantation pulmonaire à ce moment-là. L'autre élément, c'est l'augmentation du nombre de grossesses. Ce sont des traitements qui améliorent la fertilité des femmes atteintes de mucoviscidose. Et le professeur Durieux pourra vous en parler. Mais les chiffres explosent littéralement. Donc avec de plus en plus de grossesses menées sous Kaftrio, puisqu'il n'est pas question d'arrêter le traitement, et de compromettre l'état de santé de ces mamans, et donc des fœtus qui sont exposés au Kaftrio pendant toute la grossesse, et donc nécessité de surveillance d'un certain nombre de points pour ces nourrissons, mais bon, pour l'instant, en tout cas, des choses qui sont plutôt rassurantes.
Et puis, c'est ce que je vous disais, il y a les complications classiques, et puis les questions que se posent en particulier nos collègues adultes, c'est l'émergence de nouvelles comorbidités, et en particulier, alors ça concerne aussi un peu la pédiatrie, mais alors que pendant très longtemps, ces patients étaient dénutris et avec des indices de masse corporelle très faibles, et ben on voit des patients qui petit à petit évoluent vers le surpoids, voire l'obésité. Des questions également par rapport à l'état de santé cardiovasculaire de ces patients, parce que l'alimentation à laquelle on les a soumis, d'une alimentation riche en matières grasses, très salée, elle peut être éventuellement, mais pas que, un facteur de risque cardiovasculaire qu'il va falloir maîtriser, en plus d'autres facteurs de risque qui leur sont propres, notamment un état pro-inflammatoire chronique. Et puis cette question, effectivement, des cancers, et notamment des cancers digestifs coliques, comme je vous le disais au tout début de la présentation. Donc c'est une maladie qui clairement n'est plus la même, hein. On est passé d'une maladie génétique mortelle à une maladie chronique stabilisée. Vous avez quand même bien retenu que tous les patients n'étaient pas éligibles aux modulateurs de CFTR, et notamment au Kaftrio. À peu près 9% des patients restent encore sans solution thérapeutique autre que les traitements symptomatiques. Mais c'est une véritable révolution, ça je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, révolution thérapeutique avec des impacts bénéfiques chez tous les patients, et en particulier plus visible chez les patients adultes qui avaient une histoire de mucoviscidose un petit peu plus ancienne. Et puis, ben voilà, on garde effectivement en tête ces patients avec des variants de classe 1 qui, malheureusement, eux, pour le moment, n'ont pas de solution, et on compte beaucoup sur ces thérapies génétiques pour les aider. Et voilà, pour reprendre un petit peu les images, 1949, ces enfants très dénutris, très malades, 2010, de jeunes adultes avec des états de santé tout à fait honorables, et puis peut-être pour le futur, eh bien des personnes âgées atteintes de mucoviscidose très en forme, et peut-être même capables de faire le grand écart comme le fait cette mamie. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis ben, on peut évidemment répondre à vos questions avec le professeur Durieux. J'ai été un petit peu long, je m'en excuse. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? J'en ai pas sur le chat pour l'instant, mais est-ce qu'il y a quelques personnes qui souhaitent prendre la parole? Sinon, moi, je peux commencer avec une question. On voit que ces traitements-là ont beaucoup amélioré le quotidien de vos patients, alors probablement avec un suivi peut-être plus facile, avec des manifestations symptomatiques moins importantes, peut-être d'autres traitements associés qui sont moins nombreux. Alors je ne sais pas à quel point ça peut être vrai. Est-ce que est-ce que ça se manifeste aussi sur le plan d'adhésion à ces traitements? Du coup, est-ce qu'on a tendance à avoir un effet où on se relâche un petit peu dans cette prise en charge, dans ce suivi qui pouvait être lourd avant et qui peut-être maintenant est plus simple? Et est-ce que, Oui, est-ce qu'on a des oui, problèmes bien sûr. d'adhésion à ces traitements? Oui, c'est très net. Alors, je pense que c'est d'ailleurs encore plus net chez les adultes que chez les enfants, mais très clairement. Alors, nous, quand on introduit le Kaftrio, on est très clair avec les patients et les familles. On leur dit c'est en plus de tous les autres traitements. Donc, on ne change pas. On continue de faire de la kiné, on continue de faire de l'aérosol, de fluidifiant, d'antibiotiques quand il est prescrit. Ça, c'est notre discours. Mais malheureusement, très vite, les patients sont tellement améliorés que très vite, ils allègent eux-mêmes, mais de leur côté, de façon unilatérale, les traitements, et que la kiné, ils en font moins, voire plus du tout, que les aérosols de fluidifiants, ils les aient déjà pas beaucoup, ils les font encore moins, voire plus du tout. Donc oui, clairement, c'est un champ d'investigation de la réduction de la charge thérapeutique, sur lesquels on est conscient, hein, que les traitements sont allégés, mais on a du mal à finalement en évaluer l'impact. J'ai une question, peut-être un message sur la conversation? Non, c'était très clair, parfait. Eh ben, tant mieux. En termes d'évolution, moi, On vous entend plus, Monsieur Gervais. m'interroge vasculaire quand... Ah, vous m'entendez plus? Oui, Allô? c'est bon, Oui, on c'est vous revenu. entend à nouveau. Oui. Je disais, en termes d'évolution, vous dites qu'il y a de plus en plus on voit apparaître plus de situations d'obésité, de comorbidité cardiovasculaire, de cancer. Est-ce que c'est une normalisation, entre guillemets, du fait de la maladie avant qui masquait un peu, enfin, qui empêchait peut-être l'apparition de ces comorbidités, ou c'est vraiment quelque chose qui est plus important que la population générale? Bah, je vais laisser
le professeur Durieux vous répondre. Oui, merci. Bonjour à tous. Il y a eu quelques travaux il y a eu plusieurs études qui semblent montrer que c'est plus important qu'en population générale. Il y a une étude britannique sur le risque cardiovasculaire qui montre qu'on est plus proche du risque cardiovasculaire des maladies inflammatoires chroniques, comme les rhumatismes inflammatoires chroniques, par exemple, la PR ou le lupus, en termes d'événements cardiovasculaires de type infarctus, de type défaillance cardiaque ou fibrillation atriale. Et concernant les cancers, ça aussi c'est bien montré, c'est plus fréquent et à âge égal, c'est plus fréquent et ça survient relativement plus jeune qu'en population générale, en particulier les cancers digestifs qui sont les plus importants, ce qui a conduit à proposer un dépistage à partir de 40 ans, voire un peu plus tôt chez les patients transplantés. Parce que les immunosuppresseurs aggravent ce surrisque. Mais en tout cas, chez les non-transplantés, maintenant, on a l'habitude de proposer un dépistage colonoscopique à l'âge de 40 ans. Voilà. Très bien, merci. Et j'avais une dernière question par rapport à... Alors, vous dites que l'azithromycine est utilisée comme anti-inflammatoire, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Oui. Et on l'utilise sur des posologies qui sont complètement différentes de ce qu'on peut voir dans des infections plus classiques, ou oui. C'est quelque chose d'assez similaire? Non, c'est vraiment... c'est aux doses subinhibitrices. Hein. Donc, sur le plan microbiologique, les infectiologues nous détestent hein, parce que vraiment, on réunit toutes les conditions pour rendre les germes résistants aux macrolides. Mais non, c'est à des doses subinhibitrices. Donc, c'est des schémas thérapeutiques de, par exemple, 500 mg 3 fois par semaine. Ou en dessous de 40 kg, 250 mg 3 fois par semaine. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la conversation? Je ne vois pas. Eh ben, je vous remercie pour cette présentation très claire. Et puis, je propose de passer à la discussion suivante avec Madame Roch. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Voilà, c'est parfait. Et puis le micro aussi qui est activé. Ok. Et pour agrandir, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien. Ok. Donc moi, je voulais remercier déjà l'exposé Monsieur Rex pour l'exposé précédent qui a été très clair et très intéressant. Donc je suis Sandrine Roch, moi je suis pharmacien d'officine installée à Grenoble et j'interviens ici au titre de l'URPS des pharmaciens de la région Aura. Donc tout d'abord, je voulais resituer le contexte. On a de nombreux médicaments innovants qui arrivent aujourd'hui sur le marché et qui vont continuer à arriver et qui révolutionnent la thérapeutique et les pathologies, en particulier la prise en charge de pathologies graves. On a encore plus sur ces traitements la nécessité de donner des conseils ciblés à nos patients, mais on a des contraintes de délivrance qui sont extrêmement fortes. Donc, je vais reprendre dans l'ordre le contexte de la délivrance. Qu'est-ce qui se passe quand on a un patient qui arrive avec une ordonnance de Kaftrio Kalydeco? Donc, en règle générale, vu le nombre de patients, on n'est pas habitué à ce type de délivrance. Donc, on va se poser des questions. Et on voit aussi très rapidement apparaître le prix du traitement. Donc, le Kaftrio, c'est 10 158,30 € et le Kalydeco, 5 162,67 €. Et donc, tout de suite, il y a quand même l'aspect économique qui rentre en compte en disant qu'il faut vraiment faire respecter les règles de délivrance.
pour être payé. La question suivante, ça va être comment je vais faire pour se procurer ce médicament, parce que tous ces médicaments innovants ont des schémas d'approvisionnement différents. Donc, charge à nous de trouver. Et ensuite, il va falloir faire ce qui reste quand même notre cœur de métier, c'est-à-dire donner les conseils aux patients. Alors, par rapport aux contraintes de délivrance, donc le CAF Trio, le Calideco aussi, ce sont des médicaments d'exception à prescription initiale hospitalière semestrielle qui peut être établi par tout prescripteur. Le renouvellement n'est pas restreint, mais il faut la présentation simultanée de la prescription initiale hospitalière qui date de moins de 6 mois. Donc, en pratique, on va toujours avoir, quasiment toujours, je pense, une ordonnance la PIH. C'est un médicament qui est sur la liste 1 et qui est remboursé à 65%. Alors, l'AMM du CAF Trio, comme le professeur Rex vous le disait tout à l'heure, il est en association avec donc, le Calideco dans le traitement des patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus et porteurs d'au moins une mutation F508del du gène CFTR. Mais il peut être aussi prescrit en compassionnel chez les patients qui ont plus de 12 ans, qui ne sont pas porteurs de la mutation, mais pour lesquels l'atteinte pulmonaire est sévère, et chez les patients non porteurs de la mutation F508del dès l'âge de 6 ans, quelle que soit la sévérité de la maladie. Donc, le pharmacien est tenu de vérifier le respect de l'AMM. Donc, ça veut dire qu'on doit, au moins sur les critères qu'on peut vérifier facilement. Donc, c'est forcément chez un enfant chez une personne de plus de 6 ans. En dehors, ça ne sera pas pris en charge par l'assurance maladie et ça sera dans le cadre du compassionnel. On a aussi 2 outils qui nous permettent de vérifier ces AMM qui peuvent varier. C'est le Omedit et Medispar. On est tenu aussi de vérifier l'AMM, de vérifier l'ordonnance depuis notre nouvelle convention, de vérifier que c'est bien une vraie ordonnance. Donc, pour cela, on doit appeler le prescripteur. On a aussi des outils pour vérifier, des indicateurs pour nous dire que non, on n'a pas une fausse ordonnance en face de nous. Donc, c'est l'absence d'ALD. Si le patient n'a pas d'ALD, forcément, ça peut questionner. Le médecin et le service prescripteur. Donc, on a 3 centres dans la région Aura, Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Donc, si ce n'est pas une ordonnance qui vient de ce centre, ça pose question. On a l'EDP aussi, avec voir les historiques de traitement, des posologistes fantaisistes et l'absence de traitement associé. Alors, la commande du médicament, elle se fait directement auprès du laboratoire Vertex. Donc, une fois qu'on a vérifié que l'ordonnance était OK, là, on peut donc se concentrer sur la commande du médicament avec la commande directe auprès du laboratoire Vertex, avec les numéros de téléphone qui suivent. Alors, le laboratoire Vertex fournit un bon de commande qu'on va renvoyer par mail. Sur ce bon de commande, il faut quand même faire attention parce qu'il y a des conditionnements 56, 28, faut être vigilant par rapport à ça. Le laboratoire nous dit qu'on est livré en moins de 24 heures si la commande se fait avant 15 heures. Il faut quand même garder en tête les aléas de livraison qui peuvent arriver. Par exemple, le livreur vient à notre heure de fermeture, les problèmes de transport, les jours fériés. Donc, on est dans un délai de 24 heures si tout va bien.
Donc, on doit informer le patient du délai d'obtention et vérifier, donc je redis, la régularité de l'ordonnance. Donc, les conseils, en fait, excusez-moi, je n'ai pas pris la bonne présentation, mais on va faire quand même avec. Donc, les conseils aux patients, ce qu'il est important de dire dans ces cas-là, avant les conseils liés à la pathologie et à la prise du médicament, c'est que, le délai d'obtention, il est quand même relativement long. Ce n'est pas le délai d'obtention d'un médicament habituel. Donc, il se garde toujours un petit créneau de sûreté parce que ce n'est pas comme les autres médicaments. Il ne vient pas le matin pour avoir son médicament l'après-midi. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, compte tenu du prix du traitement, là, on ne peut pas faire de dépannage sur une ordonnance qui n'est plus valable parce que pour une raison X ou Y, il n'a pas pu aller voir son médecin pour le renouvellement pour une raison tout à fait valable, mais toujours est-il qu'il n'a pas une ordonnance valable. Nous, on ne peut pas se permettre de faire une avance de 15 000 € si on n'est pas sûr d'être payé après. Je reviens par rapport au laboratoire Vertex aussi. Le délai de paiement chez Vertex, il est de 30 jours, ce qui veut dire que si tout va bien avec eux, en fait, si on envoie le dossier, on sera payé par la CEPAM avant les 30 jours. Donc, ce médicament cher ne devrait pas nous causer de problèmes de trésorerie. Alors, la posologie, donc maintenant, le médicament est commandé, il est arrivé à la pharmacie. Donc, on va s'intéresser plus au côté pharmaceutique de la délivrance. Donc, la posologie chez la personne de plus de 12 ans. Donc, ça va être 2 comprimés le matin de Kaftrio et 1 comprimé le soir de Kalydeco à 12 heures d'intervalle avec un repas riche en graisse. Les comprimés sont à avaler entiers, ne pas les croquer ni les casser. Et ils doivent être conservés à température ambiante. Ici, chez l'enfant de 6 à 12 ans et qui fait plus de 30 kg, on aura la posologie en fait la même que l'adulte, 2 le matin et 1 le soir. Et chez l'enfant de moins de 30 kg, ça sera 2 comprimés, mais un dosage plus faible, 37, 5, 25, 50 de Kaftrio. Et 1 comprimé le soir de Kalydeco à 75 mg. À 75 mg, à 12 heures d'intervalle avec un repas riche en graisse. Les comprimés sont à avaler entiers, là aussi, ne pas croquer ni casser, conservation à température ambiante. Que faire en cas d'oubli de prise? Si l'oubli de prise est de moins de 6 heures, il faut prendre la dose le plus tôt possible et poursuivre selon le schéma habituel. Si l'oubli est de plus de 6 heures pour la dose du matin de Kaftrio, il faut dans ce cas prendre la dose le plus tôt possible et ne pas prendre la dose du soir de Kalydeco. La dose du matin suivant de Kaftrio doit être prise à l'heure habituelle. Et si c'est plus de 6 heures pour la dose du soir de Kalydeco, pareil, ne pas prendre la dose oubliée. Et la dose du matin suivante de Kaftrio doit être prise à l'heure habituelle. Les doses du matin et du soir ne doivent pas être prises en même temps et on ne doit pas prendre le double de dose pour compenser la dose oubliée. Maintenant, par rapport aux interactions médicamenteuses, donc tout ce qui est avec les inducteurs enzymatiques, ce n'est pas recommandé parce qu'on va diminuer l'efficacité. Donc, parmi les plus importants, j'ai cité la rifampicine, rifabutine, phénobarbital, carbamazépine et phénitoïne. Pour les inhibiteurs, les interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs des cytochromes,
Donc, pour les inhibiteurs modérés, où on trouve quand même des antibiotiques et des antifongiques, il faut réduire la dose du matin. Donc, c'est 2 comprimés de Kaftrio, 1 comprimé de Kalydeco, 1 jour sur 2 et pas de prise le soir. Ça sera forcément sur avis médical. Et les inhibiteurs puissants, là, les recommandations, c'est passer à la dose du matin, 2 comprimés 2 fois par semaine et pas de prise le soir. Les interactions avec la phytothérapie. Donc là, on doit forcément sensibiliser nos patients que tout médicament en fait ou médicament d'allopathie ou de phytothérapie doit être pris avec avis médical et ou pharmaceutique. Donc les inhibiteurs, je vais passer parce qu'il est 13h34, aloe vera, chardon-marie, curcuma, etc. Les inducteurs bien connus, millepertuis, échinacée, mandevers, sauge. Donc, avec précaution et à éviter quand même. Éviter la consommation de pamplemousse. Et pour toutes, vous avez une base de données qui est extrêmement bien faite, qui s'appelle Edrin, qui vous donnera toutes les indications. Alors maintenant, si on en vient aux effets secondaires, le professeur Rex vous les a cités tout à l'heure, mais on va trouver donc les infections des voies respiratoires très fréquentes, rhinite, grippe fréquent, céphalée, sensations vertigineuses très fréquentes, douleurs oropharyngées, congestion nasale très fréquent, diarrhée, douleur abdominale et augmentation des transaminases et aussi des notions de rage cutanée. Alors, les adaptations aux populations particulières, donc chez la personne âgée, l'insuffisant hépatique, l'insuffisant respiratoire, aucune adaptation posologique. La population pédiatrique, il n'y a pas de données officielles, mais il y a des centres qui sont spécialisés et qui sont forcément à même de prescrire aux enfants. Dans la grossesse, alors en fait, il y a pareil, peu de données, mais comme ce que disait le professeur Rex tout à l'heure, en fait, il y a des... apparemment, ça ferait augmenter la fertilité. Donc, il y a à nous de faire passer le message aux femmes, si on en ressent si besoin, que des femmes qui avant étaient, qui n'avaient pas de traitement, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et avec ces nouveaux traitements, peuvent se retrouver enceintes sans l'avoir prévu, puisqu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et l'allaitement, a priori, il est continué. Alors, les conseils autour de l'ordonnance que l'on peut donner, c'est avoir une activité physique adaptée qui est souhaitable parce qu'elle participe au maintien de la fonction respiratoire. Augmenter les apports en sel et s'hydrater davantage en cas d'effort ou de forte chaleur. Adapter les doses d'extrait pancréatique à la richesse en graisse de chaque repas et à l'aspect des sels selon le protocole établi par le médecin. Et là où on va jouer notre rôle, qui est extrêmement important et intéressant, c'est que nous, en tant que pharmaciens, nous sommes des acteurs de proximité où on voit nos patients très, très régulièrement, au moins une fois par mois. Et on peut participer à l'observance, à la gestion et à la prévention des effets secondaires. Alors, en évitant les traitements, avec un bon respect des modalités de prise et en évitant les traitements associés qui pourraient augmenter les effets secondaires. Et aussi sur l'observance, parce que, donc on l'a vu, cette pathologie qui était une maladie génétique mortelle il y a encore peu est en train de devenir une maladie chronique
prise en charge. Et donc les patients, les patients d'aujourd'hui, ils n'ont pas tous connu la maladie d'avant. Du coup, ils sont moins observants, ils vont avoir tendance à oublier des prises parce que, et pour nous, c'est extrêmement important de leur rappeler qu'une meilleure observance, enfin de leur rappeler ou de leur faire passer le message qu'une meilleure observance, au final, c'est une amélioration de leur qualité de vie et de leur durée de vie. Voilà, l'observance aussi, c'est par rapport aux médicaments qu'on va délivrer, et c'est par rapport aux séances de kinésithérapie et aux aérosols, où on voit aussi qu'ils vont peut-être lâcher un peu plus. On a un rôle aussi par rapport à la vaccination, puisque ce sont des patients fragiles, donc en particulier au niveau respiratoire, grippe saisonnière, pneumocoque, Covid-19 et aussi l'hépatite A. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde sur le chat pour l'instant, je n'en vois pas. Moi, j'avais une petite question par rapport aux interactions médicamenteuses. Alors, soit Madame Brock, soit Philippe Rex, est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous avez été confronté à des interactions potentiellement gênantes, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument, enfin, qui sont assez fréquents et qui peuvent être potentiellement gênants pour les patients? La situation qui peut être la plus gênante, c'est les interactions avec les imidazolés, effectivement, le sporanox, parce que c'est des patients qui font des infections respiratoires fongiques, Aspergillus, et qui peuvent être donc traités par voriconazole, Posa, Itra. Et effectivement, ils sont des inhibiteurs puissants. Donc, quand on le peut, on le fait arrêter avant de mettre en route le Kaftrio, où il y a des adaptations posologiques. Certains sont plus ou moins inhibiteurs, mais c'est toujours une situation un peu compliquée. La gestion des itraconazole avec des imidazolés avec les inhibiteurs. Sinon, en termes d'antibiotiques, effectivement, globalement, non, on n'est pas trop gêné. Les macrolides, on parlait de l'azithromycine, mais elle ne fait pas partie de la liste. Donc, c'est pas trop gênant. Après, je sais qu'avec certaines molécules, l'Orkambi par exemple, les femmes qui étaient sous traitement œstroprogestatif perdaient le bénéfice de leur traitement contraceptif. Donc, il fallait bien leur dire d'avoir un autre moyen de contraception. Le Kaftrio, c'est un peu moins vrai apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, hein. C'est vrai que les micros sont désactivés, mais n'hésitez pas à lever la main et je vous donne la parole, il n'y a pas de souci. Bon, c'est que tout était très clair. C'est que tout était très clair, effectivement. Parfait. Eh ben, je vous propose de clôturer le webinaire. Je vous remercie tous de votre participation. Et puis, je vous rappelle qu'il sera disponible en replay et sur les sites Medit et les sites de l'URPS. Merci pour l'invitation et bonne fin d'après-midi à tous. Je file en consultation. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Ben, merci à vous, Madame Rock, pour cette présentation. Et puis si besoin, voilà, comme je disais, le webinaire peut être reconsulté. Il sera bientôt mis en ligne et je pense qu'on communiquera quand il sera prêt à être diffusé. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.